Donc, notre première partie de ce soir, ça va être de faire un retour sur les différents tutoriels qu'on avait essayé jeudi. Avec les free trials, ça a plus ou moins marché. Fait que j'en ai déployé sur mon compte personnel, juste pour vous donner des idées de qu'est-ce qui est possible par rapport à l'info nuagique courant. Donc, le premier des tutoriels, c'était le tutoriel sur Databricks. Donc, le tutoriel sur Databricks, le principe, c'est qu'on se créait un Databricks service, puis à partir de lui, on avait une interface qui me permettait de travailler comme dans cet environnement-là. Donc, j'ai déjà créé le workspace de Databricks. Une fois qu'on est à l'intérieur du workspace, on a la possibilité de créer un nouveau cluster qui va être capable de gérer les différents jobs. Donc ici, on a notre cluster qui est en train d'être exécuté. En ce moment, il roule sur... donc, on a un driver puis 2 machines, jusqu'à 2 machines, puis ça va jusqu'à 8 au besoin. Puis, on peut, après ça, construire des notebooks qui vont pouvoir exécuter les éléments à l'intérieur de ce cluster-là. Donc, j'ai créé un notebook qui va aller utiliser Microsoft offre plusieurs, ce qu'il appelle des Open Datasets. Donc, le principe du Open Dataset, c'est que tu peux aller le chercher à des adresses prédéfinies. Donc, j'ai pas besoin d'aller l'importer moi-même. Je peux aller le rechercher avec ce qu'on appelle le Blob Storage. Fait que, on a premièrement juste le principe de c'est où que je vais aller chercher l'information que j'ai besoin. Donc, c'est un peu comme une requête REST comme on avait vu, mais il y a une base de données complète derrière cet élément-là. OK? Donc, qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que ça ici, c'est un environnement qu'on reconnaît. C'est un environnement d'un notebook qui est en Python. On peut voir ici notre print, on peut voir ici des appels avec des variables, on peut voir ici nos différents appels de fonctions. Donc, c'est vraiment les mêmes fonctionnalités, la même pensée de qu'est-ce qu'on a vu durant notre première partie du cours ensemble, c'est notre partie de cours en Python. Donc, c'est vraiment les mêmes outils qui sont disponibles ici. C'est juste que derrière, quand je exécute cet élément-là, lui va être capable de distribuer cette tâche-là sur mon cluster. OK? Fait que ici, quand je l'exécute, je vais voir que la commande s'est faite sur mon cluster. Ça ne se fait pas sur mon ordinateur local en ce moment. Donc, on peut aller chercher une information spécifique sur les Open Data Storage de Windows, de Microsoft en fait. Là. Donc, eux autres offrent des super grands datasets que nous, on peut importer puis commencer à utiliser pour bien voir comment est-ce que c'est rapide avec leurs outils. Fait que à partir de là, on va utiliser Spark. Okay? Donc, vous m'avez dit que vous avez utilisé dans un autre cours, mais en Scala. Donc, le principe, c'est que Spark peut aussi être utilisé avec des bindings qu'on appelle. Donc, le principe de bindings, c'est de dire, ben, je m'en vais dans les systèmes de Scala, mais je l'utilise à travers un autre langage. Okay? Donc, il y a des bindings en Python pour Scala. Puis, on peut aller chercher les informations de là. Donc, avec Spark, on est capable d'aller chercher un data frame. Donc, le principe du data frame, c'est aussi quelque chose qu'on reconnaît par rapport à avec quoi est-ce qu'on a travaillé.
Hein, donc, le principe du data frame qu'on avait vu avec Pandas, ça reste utilisé quand on travaille avec Spark. Donc, on va chercher un data frame, puis ici, on va aller travailler à l'intérieur, puis aller chercher une des tables de ce data frame-là, qui est la source. Fait que, on peut voir ici, puis on peut voir que c'est un type data frame où c'est qu'on a à l'intérieur 9 propriétés possibles. Fait que le principe du data frame, c'est très relié à des tables SQL. Puis avec Spark, ben, qu'est-ce qu'on va être capable de faire? C'est une fois qu'on a sélectionné celui-là, on va être capable d'aller envoyer des informations, des requêtes SQL pour être capable de faire présenter cette information-là. Donc ici, on va faire afficher les 10 000 premières lignes. Oups. Puis ici, on peut voir qu'on a les 10 000 premières lignes. Ici, c'est un dataset sur des appels d'urgence. Fait qu'on peut voir ici que c'est des types d'appels d'urgence. Si on va voir les différentes colonnes, on peut voir ici le subtype, on peut voir ici la catégorie, on peut voir l'adresse, c'est ceux de New York, si je me souviens bien, là. Puis la latitude, la longitude de l'information. Fait qu'on a ici l'information, on pourrait commencer à la transformer, on pourrait commencer aussi à aller la charger quelque part d'autre. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a à même les notebooks beaucoup d'outils de visualisation aussi. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup touché, là. Nous autres, on travaillait beaucoup plus sur l'ingestion de données, la gestion d'ETL et ainsi de suite. Mais une fois qu'on a cette information-là, il y a beaucoup d'outils de visionnement qui sont disponibles à même le notebook. Donc ici, je peux afficher les informations directement comme étant la table, mais je peux aussi afficher les informations comme étant un graphe. Puis je peux aller travailler à l'intérieur, puis directement dire, ben moi je veux, mettons, c'est quoi les différentes catégories, ou c'est quoi les différentes sources. Puis je peux draguer ça. Puis ça, on dit là, ici, c'est toute la même, là, c'est catégorie qui est intéressant en ce moment. Fait qu'on peut aller par catégorie. Puis je peux décider aussi de comment je vais le faire afficher. Donc si je veux, mettons, un pie chart, je peux avoir ici les différentes. Puis là, on voit vraiment la distribution qui est disponible avec les informations que j'ai besoin. Donc, on est capable de travailler avec ça. Puis, le principe, c'est qu'on est en train de travailler sur une base de données qui est très grande. Donc, si on fait un petit count là, pour savoir, mettons, il y a combien de lignes, ben, je peux voir qu'en ce moment, j'ai 1,5 million de lignes dans ce dataset-là. Fait que quand j'exécute ça ici, ça peut être quand même long. Mettons que on se donne juste une idée. On le fait pour 100 000. Ben, ça nous donne quelque chose qui a pris 51 secondes. 0,51 secondes, pardon. C'est assez rapide. Oui, ben c'est ça. Le principe en ce moment, c'est que nous, on a fait un lien. Puis elle, quand moi, j'envoie la job, elle va être séparée sur les différents workers, puis elle se travaille directement en mémoire pour chacun des workers derrière. En fait, on peut même aller le voir en action. Si on s'en va dans la partie de Compute, puis je m'en vais voir mon cluster, je peux ouvrir un outil qui me permet de voir l'utilisation courante de qu'est-ce qui s'est passé. Fait que je peux voir ici les dernières requêtes que j'ai faites, là, le load dans les dernières minutes était un petit peu boosté là, pour dire qu'on l'a fait travailler un petit peu. Quand j'ai loadé les données initialement, c'est là que ça s'est passé aussi. Donc, on peut voir ici toutes les grosses actions que j'ai faites à travers
le cluster. Okay? Puis on peut voir aussi que le in-memory en ce moment, puisqu'on limitait ici à 10 000, là, ça n'en prend pas tant que ça. Et on peut voir ici qu'on a 20 gigs de mémoire de disponible. Puis là, c'est parce que j'ai pris un petit cluster puisque je savais qu'on n'avait pas besoin de beaucoup de puissance pour ce dataset-là spécifique, là, que j'allais faire juste quelques petits éléments. Fait qu'on peut voir ici qu'on a juste 2 hosts disponibles en ce moment qui sont en train de travailler avec ça. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le cluster, ici, si on s'en va voir les logs, OK. Fait que là, en ce moment, encore une fois, comme j'ai dit, on a encore des problèmes de quota, là. Mais dès qu'il a vu que je commençais à travailler avec des éléments plus difficiles, okay, quand il était comme la job elle commence à prendre du temps, là, il peut automatiquement changer la taille du cluster pour être capable de spin-up des nouveaux travailleurs, des nouveaux workers qui vont être capables de prendre une partie de la job puis être capable de le faire dans un meilleur temps. Fait qu'avec ça, ça nous permet de travailler sur des grosses pages de données. Puis là, ici, ça utilise le principe du blob, okay, de Azure. Mais ce blob-là, hein, c'est comme c'est du stockage qui est sur le cloud. Hein, ça veut dire que si tu as des méga fichiers de données, ben, s'ils sont storés sur Azure, ils vont automatiquement être disponibles avec tes différents notebooks. Tu n'auras pas besoin de rien faire de spécial, tu auras juste besoin d'envoyer la bonne information pour être capable d'aller le retravailler. Et ça, c'était notre premier petit exemple avec Databricks. Hein, le principe d'avoir Spark dans un cluster avec des notebooks en Python. En passant, si vous êtes plus Scala, hein, vous pouvez aussi avoir des notebooks en Scala ou même en R, dépendamment de comme c'est quoi votre sphère de travail. Donc, tout est disponible de ce côté-là. Fait que ça, c'était notre premier avec Databricks. Deuxième élément que je veux vous montrer, c'est celui avec Data Factory. Donc, le principe de Databricks, c'est je veux travailler sur les données. Hein? Le principe de Data Factory, c'est que je veux avoir une suite logique sur mes données. Fait que ce soit que je veux les copier quelque part, que ce soit que je veux passer une panoplie d'autres environnements au travers. T'sais. On a Databricks qui est comme le bas niveau, puis on a Data Factory qui est au-dessus, qui va travailler pour faire plusieurs manipulations une après l'autre. Fait que le principe, encore une fois, c'est que je me suis créé un Data Factory. Donc, si on s'en va dans mes services d'Azure, on ne le voit pas parce que c'est pas cette bonne subscription-là. Donne-moi les toutes. Ici. Puis dans ce Data Factory-là, il y a encore une fois un autre comme environnement dans lequel je peux aller travailler pour être capable d'établir un plan de travail. OK? Fait que c'est le Author and Monitor Tool qui part un autre environnement complètement là, qui est déjà ouvert ici. OK? Fait qu'au début, tu peux configurer plein de manières de se connecter ensemble. Hein? Fait qu'on peut voir ici qu'on peut copier, on peut configurer une intégration avec SSIS, on peut même setuper du code avec Git. Fait que nous, on va y aller d'une manière un peu boboche, là, mais juste pour voir le principe de base d'action, puis de gestion d'entrée puis de sortie. Hein? Fait que le principe de Data Factory, c'est d'être capable de déclarer un processus d'une manière visuelle, puis d'être capable de facilement construire, gérer, puis monitorer ce processus-là. Fait que la première chose qu'il va falloir faire, c'est se donner une source d'information. OK? Fait que comme source d'information, j'ai
je me suis fait un storage account. Okay? Donc, les storage accounts, c'est des endroits donc, qui va avoir du blob storage qu'on appelle. Donc, le blob storage, comme je vous disais, ici, attends, on va le sortir encore une fois pour qu'il soit visible. Donc, le principe de ce blob storage-là, ça va être d'avoir une hiérarchie, okay, un peu comme un dossier, qui va être capable de recevoir différents types de fichiers à l'intérieur. Je peux avoir des dossiers, je peux avoir une arborescence de fichiers, mais le principe, c'est que lui, derrière, il gère ça comme il a besoin, puis il n'y a pas de limite d'espace, okay? C'est pas un disque en tant que tel, c'est storé d'une manière plus fancy que ça, pour ne pas avoir de limite de données ou d'accès de données ou quoi que ce soit. Fait que, en ce moment, je peux ouvrir ça. Es-tu capable de l'ouvrir ici ou non? OK. Donc, on peut aller voir ce qu'on appelle les containers, okay, qui vont être comme en gros des buckets de données. Là, okay, là. Donc, je me suis créé un account, puis dedans, je vais avoir plusieurs containers. Fait que je me suis créé un container, puis c'est dans ce container-là qu'on va avoir différents éléments. Donc, en ce moment, je me suis fait juste un fichier, OK, que je peux downloader si je veux. Là. Mais le principe, c'est qu'à l'intérieur, il y a juste du texte. C'est 20 bytes de texte. Il n'y a rien de trop spécial dans ce fichier-là. Mais le principe, c'est que c'est un fichier de 20 bytes. Puis, ce que je vais vouloir faire, c'est utiliser Azure Data Factory juste pour être capable de le recopier à un autre endroit, mais d'une manière automatisée à travers ce qu'on appelle un pipeline. Okay? Donc, un pipeline, c'est une série de travail à faire où c'est qu'on peut enchaîner des actions de différents services. Fait que le principe, c'est premièrement, dans Azure Data Factory, on va avoir un lien vers notre blob storage. Donc, dans ce cas-ci, okay, j'ai linké le blob storage que j'ai fait là. Okay, donc, nous autres, on est dans le ADF tutoriel à l'intérieur de notre storage account Data Factory. Donc, si je retourne ici, je peux voir que j'ai le storage account Data Factory qui est linké ensemble. Fait que moi, je vais pouvoir aller chercher dans les containers de ce storage account-là. Fait qu'une fois que j'ai ça, je peux aller dans la partie auteur. Puis là, ici, j'ai comme une liste d'éléments qui peuvent travailler ensemble. Fait que la première chose qui est à gérer, ça va être quoi le fichier? Okay, ça va être quoi le lien vers notre fichier d'entrée? Hein, donc, encore une fois, notre fichier d'entrée, c'est dans notre Standard Account Factory, dans notre ADF tutoriel, on a le fichier emp.txt. Donc, je peux me créer des nouveaux datasets. Puis, quand je crée le nouveau dataset, je décide si ça vient de où l'information. Puis là, je peux voir qu'il y en a pas mal. Là. Okay, donc, je peux travailler avec d'autres services, hein, donc Amazon S3, ou sinon Apache Impala. Je peux voir qu'il y a beaucoup des services d'Azure qui sont disponibles. Je peux aller chercher avec Google Cloud Storage. Donc, je peux directement aller chercher sur mon file system. Je peux travailler par FTP. En gros, toutes les manières d'ingérer des données, que ce soit des fichiers, que ce soit directement des bases de données, c'est tout disponible à l'intérieur de ça. OK? Donc, nous, on y a été avec un Azure Blob Storage. Hein, c'est un fichier qui existe dans un de nos éléments. Puis à partir de là, on peut dire, bon, soit que le fichier a une forme quelconque, ou c'est que tu vas pouvoir comme mieux transférer l'information. En ce moment, on veut juste le copier d'une place à l'autre. Fait qu'on peut juste sélectionner que c'est un fichier binaire. Puis à partir de là, on peut sélectionner c'est quoi le link service, c'est quoi le container, c'est quoi le fichier spécifique. Fait que je peux dire c'est dans ADF tutoriel, c'est mp.h, puis je l'ai de disponible. Fait que c'est ça qui s'est passé ici. Donc j'ai mon link service, c'est dans ADF tutoriel, c'est le mp.txt.
Puis je me suis fait aussi un output dataset qui est juste le dossier, un dossier output sans fichier. OK? Fait que là, le principe, c'est que je vais être capable de copier mon élément entrant vers un autre élément sortant derrière. Fait qu'une fois que j'ai ces deux séries de données-là, encore une fois, notre but est assez simple. Là, hein? Ça va seulement d'être une entrée avec une sortie, puis de le copier d'une place à l'autre. Je peux me créer un pipeline. Okay? Donc le pipeline, le principe, c'est que c'est un environnement qui me permet de facilement avoir une version, OK, de visualisation très facile qui me permet d'apporter différentes fonctionnalités. OK, fait qu'on peut voir ici, si je veux travailler avec un notebook, je peux avoir un notebook. Comment est-ce que le notebook travaille? Ben, lui, il va falloir qu'il soit linké à un notebook. Là, en ce moment, je n'ai pas fait le lien. Mais une fois qu'il serait sélectionné, je pourrais dire voici le notebook spécifique, voici les données d'entrée, voici les sorties que je veux que tu ressortes de là. Puis, on pourrait commencer à travailler avec. Donc, ici, en ce moment, on va chercher juste avoir une action. OK? Puis je peux voir ici que les actions, je vais pouvoir les linker ensemble. C'est ça qui est vraiment intéressant, là. Je peux avoir un paquet de fonctionnalités, OK, qui est toutes des fonctionnalités qui travaillent avec la gestion de données. Puis à partir de là, je peux les passer d'un endroit à l'autre dans mes différents services. Fait que ici, on a quelque chose d'assez simple, là. OK, on veut juste copier des données. Fait que quand je clique sur mon copier données, j'ai les informations, donc mon copier données, parfait. J'ai deux éléments à configurer. Donc la source, hein, c'est quoi que je veux traiter. Donc dans ce cas-ci, ça va être mon input dataset que j'ai créé tantôt là, dans mon author. Puis ensuite, je vais avoir mon sync qui est comme ma sortie. Où c'est que là, je vais dire que c'est le output dataset. Fait qu'à partir de là, OK, je peux avoir mon environnement, je peux le valider, juste pour être certain qu'il n'y ait pas de problématique, que je n'aille pas oublié de rien faire de bizarre ou de spécial. Puis, si je veux le tester, je peux cliquer sur Debug, OK, qui, si ça ne marche pas, va me donner des informations additionnelles. Fait que là, il essaye de faire le pipeline. Puis, s'il réussit, ce qu'on devrait voir, c'est dans ce dossier-là, quand je rafraîchis, je peux voir qu'il a créé un dossier output, puis à l'intérieur, il a créé un fichier qui est en fait le même fichier qu'on avait précédemment. Donc, on a été capable de créer une série d'actions. Là, en ce moment, il y en a juste une. Là. Mais le principe, c'est que je peux créer la série d'actions. Je pourrais prendre les données puis les linker avec un autre élément qui vient par la suite. Donc, je pourrais aller faire une requête sur une base de données, aller prendre les informations, envoyer ça dans un notebook spécifique. En sortant du notebook, je pourrais passer ça dans une fonction Azure, qui est une fonction dans n'importe quel langage de programmation, qui me permet après ça de prendre le résultat puis de le redomper quelque part pour aller faire... on devrait avoir quelque part... du Power Query qui permettrait, mettons, de faire de la visualisation par la suite. Donc, on a comme tous les éléments fondamentaux de la gestion de données qui sont disponibles ici, puis on peut toutes les linker un après l'autre pour être capable d'avoir des grandes fonctionnalités. Data Factory, c'est comme le dernier cri, là, il est encore en train d'être construit. Là, je pense que même, si on regarde en bas, là, Power Query, c'est en preview, hein, donc il est comme... ça se peut que ça casse, puis c'est pas de la faute de Microsoft ou des choses comme ça. Là. Puis, qu'est-ce qui est aussi intéressant, c'est que j'ai cliqué sur Debug, mais la majorité du temps, je ne vais pas vouloir à retourner dans cet environnement-là pour être capable de traiter mon programme. Admettons, je voudrais que ça se fasse automatiquement à chaque jour, ou sinon, je voudrais que ça se fasse automatiquement quand il y a un certain nombre de fichiers qui arrivent.
Donc, on est capable d'ajouter ce qu'on appelle des déclencheurs, des triggers. Fait que tu peux le déclencher toi-même directement, mais tu peux te créer des nouveaux triggers. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tu peux y aller avec un intervalle régulier, où c'est que tu commences à une certaine date, tu dis c'est quoi la récurrence, tu dis si tu veux un end date, tu dis parle maintenant, puis tu cliques sur OK, puis paf, à toutes les 15 minutes, ton action va se faire. Mais on a aussi la possibilité d'avoir des storage events où je peux sélectionner un account name quand on a un on a un container, puis quand on a quelque chose qui apparaît à ces endroits-là, donc quand il y a quelque chose qui a été créé ou quand il y a quelque chose qui a été enlevé, on peut voir quand le fichier arrive, qui pourrait venir de n'importe quel autre système. Mettons qu'on a un système qui prend des logs de la journée, puis qui les dompe sur un serveur, puis qui les dompe dans un blob storage. Ben toi, le fichier est apparu, ou en fait notre serveur, peut-être qu'à chaque fois qu'il est rendu à 1 gigaoctet, il dépose ça dans notre blob, ben quand lui il apparaît, paf, ça se déclenche automatiquement à ce moment-là. Puis on peut commencer à travailler dessus, puis à un moment donné, on peut même déliter le blob à la fin quand on a fini de travailler avec, on a ingéré les données, puis que c'est à l'intérieur de notre système de gestion. Donc, Data Factory, c'est utilisé pour créer vraiment un environnement de travail complet qui va me permettre de faire interagir puis intégrer les différents services qu'on a besoin quand on travaille avec de l'info nuagique. Alright. Ça fait le tour des choses que je voulais vous jaser par rapport à l'info nuagique aujourd'hui. Deuxième chose, on va se préparer pour notre examen de vendredi. Donc, premièrement, comment va se passer l'examen? Donc, l'examen va être, l'examen est individuel. Le principe, c'est qu'on va avoir la période au complet. Donc, l'examen va être de 6h à 10h du soir. L'examen va comporter 2 parties. Premièrement, l'examen traite seulement sur la partie qu'on a vue ensemble. Donc, vous avez fait la première partie avec Soraya, vous avez eu un examen pour ça. Là, on a une deuxième partie ensemble. On va avoir un examen juste pour cette partie-là. L'examen va être séparé en 2 parties. Donc, une partie théorique qui va traiter sur l'info nuagique qu'on a vu dans les 2 derniers cours. Donc, ça va être très haut niveau, là. Donc, ça va être un examen, la partie théorique, ça va être une série de questions où c'est que tu peux répondre avec soit un choix de réponse, soit juste un mot, soit au maximum une phrase qui va demander des connaissances de qu'est-ce qu'on a vu. Fait que explique-moi c'est quoi l'info nuagique. Dis-moi qu'est-ce que fait tel service. Dis-moi si j'ai ce genre de problème, quel service est-ce que je devrais utiliser. Puis, ce ne sera pas des questions où c'est qu'il y a une réponse très rigide. Le principe, c'est de voir est-ce que vous avez écouté, est-ce que vous avez des introspections par rapport à qu'est-ce qui est utilisable dans le monde de l'info nuagique. Fait que ça, c'est une première partie. Donc, il va y avoir une série de questions qui va vous être fournie dans un document. Et vous allez devoir fournir un document de réponse de votre choix, soit un document Word, un document Markdown, un document PDF à la fin, qui va être sur la partie théorique. La deuxième partie de l'examen, qui va être la plus grande, parce que c'est là-dessus qu'on a passé le plus de temps, ça va être sur la partie pratique de la programmation en Python sur la gestion de données. Donc, ce qu'on va voir, ça va être une série de questions, à peu près 3-4 questions, qui va vous poser des problèmes, un peu comme qu'est-ce qu'on a fait avec les exercices. Donc, les différents exercices
OK, vous demandait, écrivez une fonction qui fait telle chose. Si vous avez tel fichier qui a ça dedans, faites telle affaire avec. Donc, ce genre de questions-là va être demandé. Le niveau de connaissance requis, ça va être tout ce qu'on a vu en excluant, okay, en mettant de côté la librairie Pandas. Donc, on a eu un travail qui testait notre connaissance de Pandas. Donc, les différentes fonctions que je vais vous demander n'auront pas besoin d'utiliser Pandas, mais si vous voulez l'utiliser pour des problèmes, c'est pas problématique, c'est permis. Mais ces connaissances-là ne seront pas requises parce que je les ai déjà évaluées durant le travail qui est à remettre en passant avant vendredi. Donc, jeudi avant la fin de la journée, je crois, le 1er juillet. Donc, on va voir cette partie-là. Pour se préparer, je vous ai envoyé, puis c'est ça que je veux qu'on travaille ce soir, ça va être la révision à l'examen. Donc, je vous ai envoyé par Mio un PDF qui a une série de questions. Puis, moi, ce que je vous demande ce soir, c'est d'essayer de compléter cette série de questions-là. Okay? C'est à peu près le genre de niveau de questions que je m'attends pour l'examen de vendredi. Si vous terminez, okay, ou si vous êtes vraiment bloqué dans les prochains jours, je vous ai aussi fourni le Python Notebook qui va être les solutions de ces différents numéros-là. Fait que le principe d'aujourd'hui, c'est vraiment qu'on se prépare à l'examen pour qu'on puisse performer correctement. Donc, le but de ce soir, ça va être de passer à travers la révision. Si aussi vous n'avez pas terminé votre travail sur Pandas, ça peut être utilisé pour cette période-là. Mais je ne veux pas qu'il y ait de surprise pour l'examen, fait que je voulais nous donner du temps pour être capable de travailler là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à qu'est-ce qui se passe dans l'examen, comment ça va se passer, qu'est-ce qui arrive de ce côté-là? Non, ça ne sera pas dans l'examen. Il n'y aura pas de création de classe. La plus grosse chose que je peux te demander, c'est d'utiliser un module ou une librairie, ça se peut qu'il y ait des méthodes à l'intérieur. Mais il n'y aura pas de création de classe. Mm-hmm. Oui, mais habituellement, ça va prendre c'est une autre librairie qui va être capable de le faire pour nous. Donc, il y a ici. Ça existe des. Ici, je vais présenter dans le chat. Donc, quand on veut travailler avec des informations qui sont en flux de données, hein, des streams qu'on appelle, il va habituellement avoir d'autres librairies qui vont rentrer en jeu. Donc, en Python, une qui est connue, en fait, ça s'appelle Streams avec un S, qui va nous permettre de gérer le principe de je suis capable d'avoir l'information qui arrive, puis d'être capable de formuler ça à l'intérieur d'un data frame. OK? Donc, ça va nous permettre de travailler avec ce genre de librairie-là. Il y en a une couple, là. Ici, donc, un autre qui est Faust, okay, qui permet d'avoir le même genre de sync à l'intérieur.
qui va être capable de travailler en disant à chaque fois que tu as une nouvelle information, tu vas pouvoir rouler telle ou telle fonction qui va me permettre de mettre à jour ma base de données, qui va me permettre de mettre à jour mon modèle de données, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas des choses qu'on a eu le temps de faire, malheureusement. Mais c'est des librairies qui existent. Là. Fait que si tu recherches pour du Streams et du Python, c'est possible. Oui, oui, c'est ça. Là. Azure directement puis Spark, dans leur librairie, ont des fonctionnalités de streaming, là, mais comme si. En tout cas, de la manière que j'avais compris la question, c'était quand tu le fais toi-même. Alright. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions par rapport à qu'est-ce qui va se retrouver dans l'examen, comment ça va se passer? Oui. Oui, c'est ça. Le principe, c'est au pire, à l'intérieur du temps, là, je m'attends à ce que si vous ne savez pas les questions, tu peux regarder comme les différents PDF, retourner dans la vidéo, puis aller rechercher les réponses dans le besoin. Là. Ici, c'est juste pour s'assurer que vous avez pas juste fermé le son de ma vidéo, puis été sur Facebook pendant la période. Excellent. Donc, on est capable. Oui, oui. Ben, le principe, c'est que, considérant que il a fallu que je me retourne vite, okay, puis je sens que ça n'a pas été aussi en profondeur que je l'espérais, qu'est-ce que j'ai pu vous montrer. Je ne vais pas aller vous poser des questions qui sont sur la minutie de comment travaillent les choses, puisqu'on n'a pas eu le temps vraiment de le pratiquer. Là. Fait que si ça aurait été un cours juste de théorie, là, c'est effectivement, là, vous devriez vous attendre à des questions pas mal plus méchantes. Là, puis ça va être plus la partie pratique là, qui va être difficile. Là. Comme préparez-vous à plus programmer que de répondre à des questions théoriques. Là. Ça devrait être ça la majorité du temps de l'examen. Alright. Fait que, comme je l'ai dit, pour ce soir, je veux qu'on travaille à travers le document de révision. Si vous avez aussi pas terminé le devoir, ça va être je suis aussi disponible pour ce genre de questions-là.